Voilà, nous sommes en Bienvenue direct. à la deuxième édition de la Readers and Translators Week Online. Du 23 au 27 juillet 2025, vivez des moments inoubliables autour de la relecture et la traduction en rapport avec l'intelligence artificielle. Bonjour, bonjour à nouveau, bonsoir à nous qui sommes sur fuseau 17 heures déjà et bienvenue à cet autre programme de la Readers and Translators Week Online. Bien, aujourd'hui nous allons parler d'IA et authenticité. Donc c'est IA et authenticité. Avec moi, je suis Rendebi de Ghost, vice-président d'Acolyte et aussi relecteur, traducteur, tout ce qu'il y a qui compose cet événement. Et aujourd'hui, pour parler d'IA et authenticité, j'aurai Diane Anichom, qui est écrivaine, qui vient du Cameroun, Jean-Pierre Noël Batoum, également écrivain du Cameroun, Ibrahima Bangoura, notre cher ami qui nous vient de la République de Guinée, la seule Guinée qui parle français. C'est bien. Voilà. Voilà. Bienvenue, bienvenue Ibrahima Bangoura. Bienvenue à toi aussi. Donc, bonsoir, chers auditeurs. Nous sommes censés être 5. Donc, je crois que notre amie Elodie Métine de la Centrafrique nous rejoindra certainement au cours de notre programme. Alors, bonsoir Ibrahima. Comment ça va la République de Guinée? Oui, bonsoir. Ça va très bien, ça se passe bien, ça va. Ok, c'est super. La littérature, j'espère que ça évolue là-bas. J'y étais dernièrement, j'ai donné des ateliers 72 heures du livre, ça c'était, je crois, 2022. Oui, mais ça avait été un moment très, très chaleureux. Je suis tombé en pleine période de Ramadan, mais les gars, ils sont venus à l'atelier, même à l'heure de la prière, ils étaient là. Ils sont pas partis, mais c'était magnifique. Oui, allô, vous me recevez? Voilà, donc disons le livre est devenu très sexy en Guinée. Et Ah, nous d'accord. avons un objectif. Oui, le livre est devenu très sexy en Guinée, très convoité par tout le monde, par la jeunesse, par les femmes, les vieux. Tout le monde veut s'accaparer du livre, veut s'accaparer de l'écriture. Et nous avons aussi un objectif, par exemple, en Guinée, aujourd'hui, que ce soit les écrivains ou les maisons d'édition, également l'État, nous voulons que la Guinée soit la capitale, nous voulons que Conakry soit la capitale africaine du livre. Donc, c'est un objectif, c'est un rêve, c'est quelque chose que nous sommes fixés et nous essayons d'atteindre cet objectif-là. D'accord, bien sûr, on en parlait même déjà, on en parlait aussi en 2022 avec Sansi Camara des éditions La Matin. On en avait beaucoup parlé justement comme capitale africaine du livre. Bon, ça reste toujours à voir. Et ben voilà. Alors, Elodie, Mélodie, dans le programme, c'est Elodie, mais là, je vois Mélodie. Alors, comment ça va depuis la Centrafrique? Ça va bien depuis la Centrafrique. Déjà, je tiens à m'excuser parce que je suis arrivée en retard. J'avais un léger contretemps et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu être avec vous à temps. Ok, d'accord. Dans tous les cas, nous sommes très heureux de t'avoir et aussi nous verrons les perspectives que la littérature face à l'authenticité déjà de l'écriture, aux IA nous propose de ton côté. Alors, Diane Anichom, comment ça va, cher ami? Ça va très bien. IA et Oui, je authenticité. IA et t'écoute. authenticité, je crois que c'est quelque chose qui te va bien. Toi qui écris depuis les racines du village, toi qui écris toujours à partir des questions qui, en fait, ton contexte il est toujours très traditionnel. Donc, on repart toujours de là pour ressortir. Je crois que l'authenticité, c'est un sujet qui te va bien. Absolument. Oui, parce que pour moi, authenticité rime avec originalité, ça rime avec humanité, ça rime avec singularité. Et pour être, oui, bien sûr, pour écrire une œuvre authentique, il faut avoir une empreinte
digitale singulière. Parce que c'est cette empreinte digitale qu'on couche sur du papier, l'empreinte digitale de son âme et de son esprit, c'est ça qu'on couche sur du papier. Et ça mérite d'être authentique. Empreinte digitale, je crois que ça c'est noté d'entrée de jeu, parce que si on commence ainsi, je crois qu'on va finir très, très, très fort. Et je crois justement que Jean-Pierre est de cet avis-là aussi. Quand on parle d'authenticité, lui qui est si attaché à ce mot, à chacune de mes publications ou bien aux publications d'Acolyte, il a toujours ce côté authentique qu'il va relever. Alors Jean-Pierre, comment ça va? Bon, oui, bonsoir aux palénistes, bonsoir. D'abord, Douala va bien, il pleut, mais en même temps, en ce moment, tout s'est arrêté, il y a un peu de soleil qui va bientôt se coucher. Alors, je rejoins Annie Diane dans l'authenticité qui rime avec identité pour moi, et d'ailleurs, l'identité à la mission. Parce que la mission permet de voir un peu l'horizon. Surtout moi, dans le cadre de la poésie, parce que je me définis surtout d'abord comme poète, je ne me vois mal. Je me vois mal faire la poésie sans puiser dans mes racines de mon identité. Lorsque j'écris, j'écoute le son des tam-tams, des tambours, même si j'utilise le français. Mais dans ma tête, le rythme, le souffle, tout cela est donné par ce que je vis et j'ai vécu depuis mon enfance. Voilà un peu. Ah, ok, d'accord. Ça, c'est parfait. Très bien. Maintenant que nous avons notre décor, notre panel qui est bien en place, je vais commencer par toi, Mélodie. Alors, selon toi, quand on parle d'authenticité, comment on la voit, comment on saisit l'authenticité d'une plume, d'un auteur, quand on le lit, comment saisit-on qu'il est authentique? Oui, aussi, bien sûr, sur la base de une expérience personnelle, comment perçois-tu que tu es sur la voie de l'authenticité? Donc, ces deux questions. D'abord, comment perçois-tu l'authenticité d'un auteur? Comment peux-tu la définir? Et comment toi, ton originalité, ton authenticité, tu la ressens quand tu écris? Déjà, il faut savoir que l'authenticité d'un auteur, c'est en quelque sorte la particularité de cet auteur-là. Et c'est ce qui va permettre de distinguer tel auteur d'un tel autre. Si aujourd'hui, un auteur, bon, je vais prendre l'exemple de certains romans que j'ai eu à lire par le passé. Il y a par exemple Amadou Kourouma. J'ai eu à lire, j'ai étudié ses livres au lycée. Il y a Le Soleil des Indépendances, il y a Allah n'est pas obligé, par exemple. Lorsqu'on lit Amadou Kourouma, quand on prend le temps, en tout cas, d'analyser les textes d'Amadou Kourouma, on va voir que les textes d'Amadou Kourouma vont se différencier, par exemple, des textes écrits soit par Ousmane Sembène ou des textes écrits peut-être par Émile Zola. Donc, chaque écrivain a cette particularité, son style à lui. C'est à travers le style de chaque écrivain qu'on peut déterminer que telle plume est authentique parce que l'écrivain va chercher, en tout cas, à capter le public et va chercher à faire comprendre au public à chaque fois qu'il et présente une œuvre que c'est son œuvre à lui. Et donc, chaque particularité va dépendre en tout cas de chaque auteur. Aujourd'hui, un auteur peut décider, par exemple, par rapport à son style, choisir un style qui soit peut-être plus lyrique ou un style qui soit peut-être plus dialectique pour emmener en tout cas le lecteur à savoir que non, là, c'est tel auteur qui est en train d'écrire. Ça dépend également comment est-ce que je pourrais dire? Ça dépend également de la manière à laquelle l'auteur se prononce sur le fait qu'il veut faire transmettre au lecteur. Sa manière de se prononcer, le langage qu'il utilise permet également de déterminer tel auteur de tel autre. Et c'est cette particularité-là qui fait naître l'authenticité. Parce que lorsqu'on va prendre une œuvre qui a été écrite par une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout ce qu'elle fait, c'est de répondre à l'ordre qu'il met ou mon ordi. Je vais commander des choses à ChatGPT. Écris-moi. Par exemple, je pourrais ordonner à ChatGPT de me rédiger peut-être un texte sur l'amour. Lorsque l'intelligence artificielle va rédiger ce texte-là,
on saura automatiquement qu'il s'agit d'une intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'authenticité. L'authenticité, au fait, se ressent à travers le vécu, à travers le sentiment que l'auteur d'une œuvre cherche à transmettre à son public ou à son lectorat. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus une commande, c'est beaucoup plus des statistiques, des calculs que ce dernier va représenter et remettre en place pour donner en tout cas comme résultat à la personne qui lui aura demandé de rédiger en tout cas, soit ça pourra être un roman, ça pourrait être en tout cas une de la poésie, etc. Ça dépend en tout cas de chaque personne qui se trouve face à La mélodie est interrompue. Hein. Oui, mais nous avons un souci avec ton réseau, c'est entrecoupé. C'est entrecoupé de ton côté. Mais... Bon, peut-être couper nos micros. Bon, d'accord. Ce que j'ai fait, Mélodie, ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai coupé le son de ton côté le temps que tu règles le souci avec le réseau. Et je crois que ce sera rétabli. Bon, maintenant, nous pourrons poursuivre. Donc, j'ai dit suspendre. Comme ça, nous pourrons se poursuivre. Et Diane, nous allons continuer, nous allons poursuivre avec toi, le temps que Mélodie essaie de régler son souci de connexion. Voilà, Diane. Alors, l'authenticité, telle que Mélodie essayait de la décrire, c'était, bon, elle parlait de la particularité d'un auteur. Elle disait le style, ce qui va faire en sorte que l'auteur, qu'il se démarque des autres, qu'on puisse distinguer. Alors, et toi maintenant, je crois que de façon globale, elle a dit ce que l'on pourrait tous dire. Mais toi maintenant, quand tu écris, comment te situes par rapport à ton authenticité? Comment sais-tu que tu es en train d'écrire de Diane Anitium et non peut-être que tu es en train d'écrire, je ne sais pas moi, du Fatou Diom ou encore du Emble Boom? Comment sais-tu que tu es en train d'écrire du Diane Anitium? Oui, comment je sais que je suis en train d'écrire du Diane Anitium? L'authenticité découle aussi de nos origines, de l'histoire qu'on a vécue. Et chaque histoire est singulière. Donc, quand j'écris, je parle de Bembis et au travers de mon héroïne, comme dans l'IA Rencontre avec les Cranches, je fais vivre des histoires de mon enfance, des histoires qui sont propres à moi. Ce ne sont pas des choses inventées. Je me suis inspirée du réservoir humain, des expériences humaines que j'ai eu à avoir pendant mon enfance. Et j'ai pu écrire cette œuvre. Et je pense que personne n'aurait pu l'écrire comme moi. C'est ça qui démarque déjà mon authenticité. Ça découle de mes origines et de ma propre expérience, de l'histoire que j'ai vécue qui est singulière. C'est comme ça que je définis mon authenticité. D'accord. La singularité dans cette et surtout, il y a l'autre mot qui est revenu, l'expérience humaine cette fois-ci, parce que depuis le début, depuis 2 jours, nous entendons beaucoup expérience, mais là, maintenant, tu nous ramènes l'expérience humaine et justement ce qui me pousse à aller vers notre cher Ibrahim Bangoura de Guinée, de la République. Il faut bien être précis parce que Ibrahim haïtien. Donc, il faut. Alors, Ibrahim, l'authenticité. Comment te situes-tu déjà? Est-ce que tu penses authenticité pendant que tu écris? Est-ce que tu te dis, il faut que tu sois authentique? Est-ce que tu te poses la question? Je n'ai pas bien entendu cette partie. Ça s'est coupé là. Ce que je demandais, c'est est-ce que tu te demandes si tu dois être authentique quand tu écris? Est-ce qu'il te vient de te poser des questions sur ton authenticité pendant que tu es en train d'écrire? Oui, exactement. Quand moi je suis en train d'écrire, il y a une originalité personnelle, et un style particulier à moi, et une expérience humaine que j'ai vécue, que je suis en train d'écrire. Même si peut-être il peut arriver, je vais raconter par exemple dans un livre un thème qui a été déjà développé, supposons par un autre auteur. La façon que l'auteur va relater
les actions, il va relater le livre. Moi, ce n'est pas de cette façon-là que je vais relater, parce qu'on n'a pas vécu la même action, on n'a pas vécu la même chose. Donc, mon expérience humaine est différente de son expérience humaine. Donc, le style que je vais utiliser pour décrire les lieux, pour décrire les personnages, pour décrire, par exemple, tous les éléments constitutifs du livre, ça ne serait pas de la même façon que cet autre auteur a décrit aussi son livre avec un même thème. Quand nous prenons, par exemple, aujourd'hui, avec la montée de l'immigration clandestine, moi, par exemple, j'ai écrit sur l'immigration clandestine, le livre intitulé Le chemin de l'espoir. La façon que j'ai décrit le chemin de l'espoir, c'est sûr que quand on prend un autre auteur, il ne va pas décrire de la même façon le chemin de l'espoir pour lui, le paradis terrestre pour la jeune génération africaine. Exemple également, quand nous prenons par exemple sur le thème de la colonisation, Esa Boto, qui écrit sur le Ville cruel. Et quand nous prenons un autre auteur africain qui a écrit aussi sur la colonisation, Ferdinand Oyono, par exemple. Les deux, ils ne racontent pas de la même façon, mais parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, donc les styles d'écriture aussi vont être différents l'un par rapport à l'autre. Donc, je pense que l'expérience est très importante. C'est ce qui permet vraiment de créer et d'être particulier dans ce que nous racontons d'un même thème, mais de façon différente pour aboutir à un même but. C'est ce que je pense. Ok, d'accord, merci, c'est très bien exprimé aussi, parce qu'avec les divers auteurs, justement, que tu as cité, Ibrahima, on se retrouve avec des particularités. C'est pourquoi on arrive justement à les distinguer. Quand on veut parler de ces auteurs classiques africains, on arrive bien à faire cette distinction. Mais maintenant, il est un domaine dans lequel il paraît, et ça se vérifie très souvent, que c'est pas évident d'avoir son propre style d'être, d'avoir sa propre originalité, c'est la poésie. Et justement, Jean-Pierre, je viens vers toi pour cela. Alors, écrire de la poésie, en soi déjà, c'est quelque chose qui est pas du tout évident. On dit aux poètes, si vous voulez écrire de la poésie, écrivez-la sans avoir lu, ou alors sans avoir beaucoup lu d'autres poètes, parce que c'est très facile d'être séduit et de se substituer. Maintenant, comment toi, Jean-Pierre, avec tout ce temps, ton recueil, et Yannick, bien sûr que j'ai chez moi, que j'ai lu aussi. Alors, comment fais-tu pour écrire du Jean-Pierre Noël Batum après Lamartine, après Baudelaire, après Senghor, après Césaire et Diop? Comment fais-tu toi pour écrire du Jean-Pierre Noël Batum? Alors, c'est très simple. Je parle du fait que pour moi, l'authenticité rime, comme je disais, avec l'identité et la mission. Comme être humain, alors Daniel a ajouté avec humanité. Comme être humain, j'ai horreur de tricher. De même que j'ai horreur de me répéter. C'est-à-dire que j'écris beaucoup de textes dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine biblique et théologie spirituelle. Et lorsque je développe un thème, le même thème, je peux le prendre 2 ans après, j'ai horreur de me répéter. Donc, je me remets toujours à l'écoute. C'est la même chose, par exemple, sur la poésie. J'ai aimé Césaire. Maintenant, si on dit que je fais la versification libre parce à aimer Césaire, peut-être. Mais moi, j'écris la poésie telle que je la fais parce que j'aime la liberté. Je n'aime pas les contraintes. La liberté. Je n'aime pas. J'ai étudié, par exemple, la métrique dans le latin. Quand j'étudiais le latin, j'ai étudié la métrique, et étudié les vers parasyllabiques, etc. Mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que je dois écrire selon ce qui a été défini par quelqu'un? Ça, je m'y refuse dès le départ. Ensuite, maintenant, il y a une question d'angle de vue. J'écris à partir de ma terre, à partir de mon histoire, à partir de situations données. Pourquoi est-ce que je vais utiliser les mêmes termes que Lamartine, ou bien comme ce que Senghor, ou que, je ne sais pas, Aimé Césaire? Pourquoi je vais le faire? Je donne un exemple pour être beaucoup plus précis. Alors, je suis en train de m'essayer à écrire la nouvelle. Et un ami me dit de lire Les Biman de Cécile. C'est avec là. Je finis de lire et je me pose la question, mince, est-ce que je peux écrire comme lui? Mais la deuxième question vient tout de suite.
Batum, est-ce que tu veux écrire comme lui? Je dis non, je ne veux pas écrire comme lui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas béga. Donc, mon authenticité vient de ce que c'est dans le choix des termes. Et très souvent, lorsque moi j'écris la poésie, j'ai une peur, c'est de ne pas me faire comprendre parce que je peux utiliser les termes de tout le monde, mais les utiliser à ma manière, avec un sens personnel et particulier que je leur donne. Donc, moi, c'est cela ma peur. Donc, même les images que j'utilise, ça peut être des images régulières, mais lorsque je les mets dans un poème, ce n'est jamais dans le sens de. J'ai écrit par exemple dans Yanni, lorsque je prends la bouteille à la mer, que tout le monde, enfin la plupart des jeunes poètes, on essaie de suivre. Lorsque quelqu'un lit la bouteille à la mer de chez moi, ça n'a rien à voir. Il y a toujours, c'est vrai, cet aspect de, comment dire, de libre cours au hasard. Mais en même temps, je mets de la subjectivité et de l'objectivité. La bouteille à la mer, pour moi, le message que je transmets, ça dépend et du contenu et de celui qui reçoit. Donc, je mets l'être humain. Je n'ai pas seulement le fait que, bon, ça va arriver là où ça va arriver. Donc, puisque je vise l'être humain, je le mets à contribution. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'authenticité, c'est comme une... Alors, dans le chant, on parle de texture vocale. Ou dans la maison, on parle de doigté. Deux personnes qui jouent à la basse, quand Sansiba jouait son solo, on ne peut pas convaincre à Toto Guillaume. C'est des solistes, mais on ne peut pas les confondre. On ne peut pas comparer la basse de Kotobas à, je ne sais pas, celle de Guimé Maloulo, c'est pas possible. Il y a une particularité. Donc, il y a une signature dans la manière d'aborder les thèmes. Ce n'est pas seulement... Bon, j'entends beaucoup parler, lorsqu'on parle de l'originalité, vous êtes en train d'écrire, qu'est-ce que vous apportez de particulier? Mais moi, je crois qu'on peut aborder le même thème, mais sous des angles différents. Exactement comme lorsqu'on regarde un match de football. Chacun pourra faire le rapport de ce qu'il a vu selon son angle de vue, mais surtout selon sa sensibilité, selon ce qu'il perçoit. C'est un peu cela. D'accord, merci beaucoup, Badre. Et justement, là, il y a deux choses que je retiens. Bon, il y a d'abord la liberté qui est fondamentale justement à la question d'authenticité. Et maintenant, un autre élément qui est passé un peu comme ça, c'est celui du miroir, le reflet. Bon, mais avant de passer à ce que le reflet représente, là, nous allons plonger dans l'IA. Nous étions avec l'authenticité, nous allons rentrer dans l'IA après. Donc, je vais vérifier d'abord, Mélodie, est-ce que maintenant ça va? Ton micro, c'est OK, ta connexion, c'est bon? Je crois qu'elle parle, hein? Mais il faut voir qui ouvre son micro. Oui, c'est... Voilà. OK, d'accord. OK, c'est OK pour le son, Mélodie. D'accord. Bon, je crois qu'une fois que Mélodie sera interpellée, nous en saurons un peu plus. Alors, la question de miroir, de reflet, que Jean-Pierre Noël Batum, notre poète, a soulevé. Maintenant, essayons de voir, est-ce que l'IA Ibrahim Bangoura, j'ai failli dire Ismaël Bangoura en pensant à votre footballeur. Donc là, je reviens. Ibrahim Bangoura. Ibrahim Bangoura. Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à utiliser l'IA? Comment se présente déjà l'IA sur ton écriture? Est-ce que tu as songé déjà à utiliser l'IA? Et quelle a été ton expérience au sorti de l'IA, que ce soit pour vérifier des choses, que ce soit pour écrire? Bon, OK. Bon, moi, j'ai utilisé l'IA, mais je ne l'ai pas utilisé dans le cadre de la littérature. Pour d'autres besoins, pour d'autres recherches à effectuer, oui, j'ai utilisé l'IA. Mais ce que je remarque, par exemple, quand vous utilisez l'IA, il vous donne des réponses de façon générale. Il n'envoie pas exactement ce que vous voulez rechercher. Il vous envoie de façon générale. Il ne décortique pas, il ne va pas au fond. Il ne va pas au fond de certaines recherches que vous voulez. Donc, il vous donne de façon générale. Donc, c'est qui, en fait,
C'est ça exactement qu'il vous donne, quoi. Quand vous prenez par exemple ChatGPT, donc c'est comme ça il fait. Et ce que j'ai remarqué aussi de plus, et avec l'IA, si nous prenons par exemple les langues africaines, par exemple dans ma langue, quand je donne un mot dans ma langue, l'IA va te répondre qu'il ne connaît pas, parce que tout simplement cela n'est pas incorporé dans son dictionnaire. Il ne connaît pas cela dans son dictionnaire. Donc une fois que vous demandez ce mot et que vous-même vous donnez la réponse de ce mot, alors il enregistre automatiquement ce mot dans sa base de données. Ce qui fait quand une autre personne vient demander ces mêmes mots, il peut maintenant restituer la réponse à ça. Donc, supposons quand nous prenons ces éléments pareils, il y a des choses auxquelles il ne peut pas répondre si ce n'est pas dans sa base de données. Il y a des éléments qui ne se trouvent pas dans sa base de données, il ne donnera pas la réponse à ceux-là. C'est pour ça que moi, j'ai dit qu'il donne souvent des réponses générales, mais il ne donne pas de spécifications par rapport aux recherches que nous voulons réellement effectuer. D'accord. Donc, si je te suis bien, l'IA, on a du mal à percevoir l'authenticité de celui qui écrit si jamais il sollicite l'IA. Oui, on a du mal à savoir par l'authenticité. Parce que déjà, quand l'IA écrit, on se rend compte, non, quand l'IA écrit, on se rend compte déjà que c'est l'IA. Ce n'est pas comme un humain, quand un humain écrit. Comme je disais, un humain, quand il écrit, un auteur, il va, même s'il écrit sur un thème, quelquefois, il peut laisser, il va aller faire des descriptions, il va aller décortiquer, il va aller au fond de certaines choses qui ne sont pas liées au thème qu'il est en train de développer. Tandis que l'IA, il vous donne exactement ce que vous voulez, mais il vous donne ça aussi de façon générale. Donc, il y a une différence entre un texte qui est écrit par l'IA et un texte qui est écrit par un auteur ou par un humain. Il y a une différence entre les deux qu'on peut savoir. Dès qu'on voit un texte écrit par un humain, on peut le savoir. Et quand on voit aussi un texte écrit par l'IA, on peut directement savoir que oui, ce texte-là, c'est l'IA qui l'a écrit. Ça vient de l'IA, en fait. D'accord. Très bien, merci. Donc là, Diane, on comprend très bien que l'IA, quand on lui pose une question, par exemple, si on demande à l'IA, donne-moi déjà une description de Bengbis un jour de marché. Bon, une chose est certaine, c'est que l'IA va aller chercher ce qui est dit sur Bengbis et l'IA va fouiller s'il y a une notion de marché, un contexte de marché en relation avec Bengbis. Si d'aventure l'IA ne trouve pas, l'IA va créer un contexte de marché quelconque. Et là, maintenant, on aura cette rupture qui va être créée. Alors, selon toi, pourquoi solliciter l'IA et en même temps revendiquer un texte? Selon moi, l'IA, je n'ai pas compris cette partie, s'il vous plaît. Ça s'est coupé là. Je suis avec Diane. Ibrahima, je suis avec Diane. Là, maintenant, okay. Pour la nouvelle question, je suis avec Diane. Donc, Diane, utilise ton l'IA et ensuite on revendique la paternité d'un texte, par exemple. Oh. Le premier jour où j'utilise l'intelligence artificielle installée dans nos téléphones, c'était d'abord un test. Je pose une question à l'IA. J'étais sûre et certaine d'avoir la réponse, mais il fallait que je teste un peu les capacités de l'IA, la fiabilité de l'IA. Je lui pose une question et la réponse était totalement erronée. Je lui dis que non, ce n'est pas vrai. Et l'IA me retourne la question. Est-ce que vous pouvez étayer? Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations? Et c'est là que je fournis des informations exactes que je détenais et après l'IA me remercie. Donc, pour dire que avec l'IA, il faut y aller avec des pincettes. Ne pas prendre toutes les informations pour monnaie comptant. Donc, utiliser l'IA comme outil de recherche, mais voir d'autres sources d'informations pour comparer les réponses générées par l'IA. Bon, Rachel a parlé de paternité. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA et réclamer la paternité de son ouvrage? C'est ça? Récemment, je lisais, je suivais un documentaire où l'un des fondateurs de ChatGPT disait que il s'adressait aux auteurs qui ont reçu des prix, mais des prix littéraires, des auteurs qui ont utilisé l'IA pour créer leur livre et qui ont reçu des prix littéraires. Il leur disait que, mais finalement, c'est à moi que vous devez retourner ça.
C'est moi qui suis. C'est à moi que reviennent tous ces trophées. Et c'est pertinent. C'est pertinent finalement. Donc, les auteurs qui vont vers l'IA, en fait, c'est parce qu'ils recherchent l'œuvre parfaite. Or, ce n'est pas ce que le lecteur attend de nous. Ce n'est pas l'œuvre parfaite. Le lecteur veut rencontrer l'auteur dans ses fragilités, dans ses doutes, même dans ses contradictions. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre originalité, de notre singularité. On cherche l'IA parce qu'on a la recherche de l'œuvre parfaite. Non, l'auteur, les lecteurs savent que nous sommes comme eux, avec nos faiblesses, nos forces, nos doutes, nos appréhensions. Et c'est ça qui fait la magie de l'écriture. Même ces fragilités la comptent. D'accord, Diane, je reste avec toi. Dis-moi, maintenant, quelque chose me taraude quand même l'esprit. L'IA, ce sont des authenticités empruntées. Donc, l'IA va emprunter ce que, par exemple, les informations que toi tu as fournies à l'IA concernant la question que tu as posée et à laquelle elle n'a pas pu répondre. L'IA va stocker cette information et la donner à quelqu'un d'autre qui va poser la même question. Maintenant, quand il y a ces authenticités qui sont empruntées et quand on se rend compte que dans nos écrits, aujourd'hui, on a un pourcentage élevé d'emprunt par rapport à la lecture, des gens qui n'utilisent pas d'IA, mais qui empruntent inconsciemment, bon, d'autres consciemment, mais la majorité empruntent inconsciemment leur lecture. Bon, maintenant, comment peut-on situer ce type de choses? Est-ce qu'il y aura vraiment une différence entre ce que l'IA va prêter à un auteur qui va être des données trouvées sur Internet que d'autres personnes ont pu fournir et l'auteur qui a lu beaucoup de livres et qui va écrire son roman sur la base de ce qu'il a déjà lu, même s'il est sur un autre sujet. Donc, il va emprunter des émotions, il va emprunter des descriptions, il va emprunter même des scènes. C'est arrivé dans plusieurs textes. Bon, il y a de bons auteurs, bon, on ne considérera pas, mais les livres ont beaucoup d'emprunts aussi. Alors, à ce stade, comment parle-t-on encore d'authenticité? Comment un auteur peut-il savoir que là, il est authentique, là, il emprunte? Parce que la question va toujours se poser. S'il te plaît, reprends la question, s'il te plaît. J'ai été... J'ai un peu déconnecté. Oui. Aujourd'hui, on emprunte de l'IA. Oui. Et dans la majorité des cas, on emprunte aussi de nos lectures. Exactement. Comment donc... Oui, justement, maintenant, où va-t-on situer l'auteur? Est-ce que l'auteur qui emprunte des lectures est plus authentique que celui qui emprunte de l'IA? Ah oui. Comment savoir que tel auteur a emprunté de l'IA et que tel autre auteur s'est inspiré des livres qu'il a lus? Ça sera difficile à la longue de le savoir. Ça sera vraiment difficile et surtout que l'IA est en train de s'améliorer, donc se perfectionner. Donc finalement, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas combattre l'IA. Il faut plutôt s'outiller pour mieux l'utiliser. Parce que si tu l'utilises bien, ça va te servir. Tu l'utilises mal, ça va te desservir. Donc, on doit comprendre le fonctionnement de l'IA, mieux s'outiller pour mieux l'utiliser. Pas le combattre. Parce qu'elle a sa place, l'intelligence artificielle. Elle a sa place aujourd'hui. D'accord. Cette place, cher Jean-Pierre, toi, comment tu la vois? Est-ce que c'est une menace à l'authenticité? Est-ce qu'on aura encore de vrais écrivains? Est-ce qu'on peut encore parler de vrais écrivains quand on sait que l'IA est en train de prendre une place importante? Même si c'est sur un paragraphe, même si c'est sur des phrases, des harmonisations de phrases, comme certains disent, des emprunts d'idées, de contexte et autre chose. Est-ce que l'auteur aujourd'hui qui utilise l'IA peut être moins authentique que celui qui s'est servi de ses lectures? Alors, moi, ça dit, il y a un problème de rapport entre l'IA et la personne humaine, qui est l'auteur, l'écrivain. Alors, lorsque, sur le plan scientifique, quelqu'un s'en va recopier des pages d'un document, d'un travail déjà fait, on parle de plagiat. Ça, c'est évident. Oui. Par contre, s'il s'inspire de ces pages, et que ces pages lui permettent, donc ces lectures lui permettent de donner une coloration, une vision particulière
à son sujet, on ne parle plus de plagiat. Donc, je crois que c'est à ce niveau-là que doit se situer, c'est-à-dire au niveau de l'humain. Dans un précédent atelier, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un ouvrier, un plombier, s'en va faire dans le monde de la cuisine? C'est pour dire que si je ne me sens pas auteur, écrivain, si je n'ai pas la vocation, parce que pour moi, c'est des termes importants. Si je ne sens pas la vocation, si je ne me sens pas appelé à écrire, pourquoi vouloir absolument écrire? Parce que dans tous les cas, je vais tomber dans l'imposture. Absolument. C'est-à-dire que si je porte les vêtements d'un policier, mais tout le monde va croire que je suis policier, mais celui qui a l'air averti saura que je n'ai pas l'attitude d'un policier, je n'ai pas le langage d'un policier, je n'ai pas le regard d'un policier, parce qu'ils sont moulés quelque part. Donc, c'est la même chose. Donc, et en dernier ressort, moi je crois que le problème de l'IA, lorsque je regarde un peu l'histoire, chaque fois que le blanc a créé quelque chose, il y a toujours un branle-bas, tout le monde court dessus. Après, on se rend compte que c'est l'être humain qui commence à être aliéné. Je prends un peu l'exemple dans le domaine de la nutrition. Les Blancs nous ont dit, oh, il faut manger surgelé, il faut. Nous sommes tombés dedans. Ensuite, ils ont dit, il faut manger bio. Et ils commencent à nous vendre ce que nous avons qui est bio. Alors, c'est pour dire que à la fin, cet instrument, comme moi je l'appelle IA, va tomber en désuétude. Lorsque, à tour de rôle, on va se rendre, pour ceux qui utilisent, à tour de rôle, on va se rendre compte que je perds ma personne parce que ça dépersonnalise. Ça, c'est à mon avis. Je n'ai pas encore utilisé, mais ça dépersonnalise. Lorsqu'on va se rendre compte que ça nous fait devenir des robots, c'est-à-dire nous devenons dépendants de ce que nous avons construit, on va prendre de la distance. Comme on est en train de prendre de la distance, je sais par exemple des téléphones, moi j'ai appris que la plupart des inventeurs des grandes marques de téléphones ou bien d'outils informatiques, ils conseillent à leurs enfants de prendre de la distance parce qu'ils savent tout ce qu'il y a derrière. C'est la même chose qui va arriver. Maintenant, dans un premier point, ça dépend de l'auteur. Moi qui veux m'investir, moi qui me sens investi d'une mission, parce qu'il faut se demander pourquoi est-ce que je suis auteur, pourquoi est-ce que j'écris? Pour moi, c'est une question importante. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Si j'écris pour avoir des prix, ben, je vais tomber dans l'imposture. Moi, c'est ce que j'ai entendu là, que les auteurs de ChatGPT disent, mais c'est à nous que reviennent les trophées SAS. Je ne sais pas comment se sont sentis ces auteurs-là. De l'autre côté de l'auteur, des lecteurs. À un certain moment, on se lasse. Parce qu'il suffit de lire un auteur une fois, deux fois. C'est vrai que même s'il est authentique, c'est le même style qui revient. Au moins, on reconnaît son style. Mais si déjà à ce niveau-là, on se lasse, combien de fois lorsque tu te rends compte que mais ce n'est même pas le style de l'auteur, mais c'est des copies, des copiages, tout de copier-coller, comme on disait à une époque. Ben, dès que tu vas voir tel auteur, tu vas dire, bon, je ne lis même plus. Tout le monde pourra applaudir, tout le monde pourra dire du bien, mais moi, personnellement, je ne regarderai jamais et je sais que je ne perds rien. Donc, il y a ce problème cette question à se poser, le rapport entre moi, l'auteur, et l'IA, en me questionnant sur ma mission, ma vocation, mon identité. Pourquoi suis-je dans l'écriture? Très bien, ça c'est une très belle question. Et justement, pour revenir un peu à ces auteurs d'IA qui disent que les prix leur reviennent, bah, comment on va leur remettre des prix alors que n'ont fait qu'emprunter des données que les gens ont déjà partagées partout sur Internet, qui sont libres et autres choses. Donc, il y a pas mal de choses à voir sur ce plan. Mélodie, revenons un peu à la base parce que Jean-Pierre a soulevé quelque chose d'essentiel. Retournons à la base de l'authenticité et posons-nous cette question. Qu'est-ce qui me pousse à écrire? Maintenant, je vais reformuler la question, je vais la poser différemment. Qu'est-ce qui pousse un auteur à écrire, selon toi? Pourquoi écrit-on?
Mélodie avec nous? Vérifiez un peu si son micro est ouvert. Donc, son micro est ouvert, je viens de vérifier. Donc là, bon, ok, nous allons voir plus tard. Alors, Ibrahima, je reviens avec cette question-là vers toi. Quand tu écris, moi, personnellement, ce qui me pousse à écrire, c'est pour partager une expérience, donner des conseils, éduquer et partager une histoire pour que d'autres puissent s'inspirer, en fait, de ce qui est relaté dans cette histoire. Donc, quand d'autres personnes se retrouvent dans ces mêmes problèmes, ils peuvent s'inspirer, par exemple, de ce qui est écrit pour dire que c'est une solution. Je peux donc utiliser cette solution pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est aussi, comme je dis, c'est aussi éduquer, c'est aussi conseiller. Moi, personnellement, en fait, c'est dans ce sens-là que j'écris. Quand j'écris le plus souvent, mes écrits vont dans ce sens. Et partager une expérience humaine, donner des conseils, éduquer, voilà. Trouver des solutions à des problèmes et proposer ces solutions-là dans des livres que je propose aux lecteurs afin qu'ils les lisent et qu'ils s'inspirent de ça. Ok. Mais est-ce que l'IA peut aider, Ibrahima, je reste avec toi, est-ce que l'IA peut aider à mieux partager ton expérience? Est-ce que tu penses que l'IA peut t'aider à mieux partager ton expérience, bien que ce soit ton expérience personnelle, humaine? Est-ce que tu penses que l'IA peut t'aider et de quelle façon? Oui, aujourd'hui, quand nous prenons le digital se trouve dans tous les domaines. Donc, il est très difficile de ne pas utiliser le digital, même ce n'est même pas dans le domaine littéraire, disons dans tous les domaines économiques, le domaine bancaire, le domaine administratif, ainsi de suite. Dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, le digital joue un rôle très important. Donc, c'est vrai que l'IA, on peut l'utiliser et s'inspirer de ce qu'il nous donne et peut-être que réinventer, revoir pour recréer par exemple autre chose par rapport à ça. Donc, je pense que dans ce sens-là, oui, on peut utiliser l'IA pour pouvoir réinventer quelque chose d'autre. Ne pas aller purement sur l'IA, reprendre ce que l'IA nous a donné pour pouvoir utiliser. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous prenons cela, il y a aussi la propriété intellectuelle par rapport à ça. Donc, est-ce que l'IA également admet une propriété intellectuelle? Est-ce que l'IA demande à ces auteurs-là, par exemple, qui utilisent purement l'IA pour produire des œuvres littéraires, une propriété intellectuelle? Donc, moi, en fait, peut-être dans ce sens, oui, on peut aller. C'est comme, par exemple, quand vous prenez Google. Google, vous voulez faire des recherches, vous pouvez aller sur Google, faire des recherches, vous inspirer de ce que Google vous donne et comme ça, produire quelque chose d'autre par rapport à ça. Mais déjà, vous-même, vous connaissez ce que vous voulez. Vous avez déjà une certaine connaissance de votre métier. Vous avez une certaine connaissance du thème que vous voulez développer. Donc, vous voulez rechercher beaucoup plus loin. Vous pouvez vous faire aider ou vous inspirer de l'outil chaque GPT ou bien comme on appelle de l'IA pour pouvoir vraiment faire ce travail. Je vous remercie. Très bien, Ibrahima. Évidemment, il faut bien connaître son... même quand cela relève de scientifique, il faut bien connaître son domaine. Mélodie nous a rejoint. Alors, Mélodie, par exemple, disons qu'un auteur veut écrire sur Bangui, sur une place quelque part à Bangui, et la personne n'a pas de mots, la personne manque de mots pour décrire. Ou alors la personne juge que son niveau est faible. Pourquoi la personne ne peut pas utiliser Déjà, je pense que l'intelligence artificielle ne récolte et ne retransmet que les informations qu'elle trouve en ligne. Si aujourd'hui, on se rend par exemple sur ChatGPT pour poser des questions, par exemple, concernant Bangui, l'intelligence artificielle ne va nous donner que les informations qui lui ont été fournies en ligne sur les autres moteurs de recherche. Maintenant, il faut voir. Parce qu'il arrive que ces informations-là soient erronées. Les informations qui soient transmises par l'intelligence artificielle soient erronées. Par exemple, je peux prendre un exemple. L'intelligence artificielle pourra peut-être montrer à cette personne-là qu'il y a un quartier à Bangui qui s'appelle Baloko. Or que ça sera peut-être pas le cas au fait. Ça sera peut-être pas le cas et ça va créer en tout cas une certaine différence, une certaine distance entre la réalité et
et ce que l'intelligence artificielle va donner à cet auteur-là pour lui permettre de l'aider à réaliser son texte. Donc, moi, je pense que utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour parler d'une ville, ce n'est pas une bonne chose en soi. Vaut mieux, soit l'auteur peut se rendre directement à Bangui, faire le tour de Bangui, parce que l'inspiration, ça vient avec le temps. Si par exemple, l'auteur essaie de trouver des moyens de distraction qui lui permettent de découvrir la ville, il pourra peut-être avoir l'inspiration nécessaire pour en tout cas écrire sur la ville de Bangui. À défaut, il pourra également se servir d'anciens livres qui ont été écrits par des auteurs centrafricains qui essaient de décrire à peu près la réalité de la ville de Bangui et utiliser les termes. Peut-être il ne va pas utiliser ces termes-là de la même manière qu'ils ont été utilisés par ces auteurs-là, mais il pourra utiliser ces termes-là et les transformer à sa manière en fonction de ce qu'il veut écrire pour son livre. Mais moi, j'estime que utiliser l'intelligence artificielle pour parler d'une ville, décrire un pays, je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que l'intelligence artificielle ne maîtrise pas assez la réalité. Et pour pouvoir écrire sur un pays, pour pouvoir écrire sur une ville, il faudrait vivre cette réalité-là. D'accord, merci beaucoup, Mélodie, et très heureux de t'avoir retrouvé pleinement. Et là, on bénéficie bien de cette information, surtout cet élément que tu as donné, lire les anciens auteurs. Il vaut mieux lire les anciens auteurs, ceux qui ont écrit sur un fait, sur une région, sur un contexte particulier, et puiser à la source plutôt que d'avoir des informations qui pourraient justement être erronées, comme la plupart de ce qu'on retrouve dans les IA. Jean-Pierre, ça me permet de remonter vers toi, justement. Il y a une autre partie du discours de Mélodie qui dit « et transformer à sa manière ». Est-ce que ce n'est pas là le véritable, est-ce que ce n'est pas là le nœud du problème? Transformer à sa manière. Tellement certains auteurs ont entendu qu'ils n'ont pas de belle écriture, ou alors, tout simplement, que ce qu'ils écrivent, que la belle écriture, la littérature, c'est plutôt ce prix littéraire, c'est plutôt tel ou tel autre. Est-ce que c'est pas là le véritable problème qui pousse les gens à perdre leur liberté pour épouser les libertés des autres, Jean-Pierre? Est-ce que c'est pas justement transformer à sa manière qui pose un problème parce qu'on trouve qu'on n'a pas assez de littérature sur sa propre plume? Non, moi je crois que c'est un problème de personnalité, d'identité. Personnalité et identité. Alors, je parle d'un exemple où j'ai vécu dans le secondaire. Nous formions un groupe d'études depuis un domaine. Je voyais mes camarades qui étudiaient en écrivant au tableau. Il fallait écrire au tableau. Et puis, j'essaie de les imiter. Je me rends compte que le temps que je mette une phrase au tableau, j'ai déjà tout récité dans ma tête. Je perds le temps, j'ai arrêté. Bon, mais maintenant, si je n'ai pas de personnalité et que je veux faire comme tout le monde, je vais les suivre. L'auteur qui se rend compte que, en faisant comme s'il aura des prix, je reviens à la même question. Pourquoi est-il entré dans l'écriture? Pour porter l'étiquette d'écrivain et engranger de l'argent, ou bien parce qu'il se sent investi d'une mission, parce qu'il a une vision? Moi, cette question est fondamentale. Parce que sinon, c'est ça qui apporte. Nous sommes là dans le domaine de l'imposture. Un dicton ancien dit qu'il y a beaucoup qui sont des porteurs de tirs, mais peu de bacchants. Alors, je me dis disciple de Bacchus, mais en réalité, je ne le suis pas. Mais il suffit que je porte une coupe, que je dise, bon, voilà, Bacchus est monté, Bacchus est descendu. Non. Même le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'écrivains, ça ne justifie rien. Et si jamais je sens la fibre, je me mets à l'école. Tu parlais tout à l'heure j'ai des difficultés à d'écrire. D'accord. Mais c'est très simple. Un composé de latin disait savoir où chercher quoi, c'est déjà de la recherche. J'ai des difficultés à faire la description. Mélodie le disait. Je vais décrire le marché de New-York, mais je descends au marché. Je m'assois. Je regarde. Maintenant, peut-être je n'ai pas les termes pour dire ce que je vois. Mais si je sais ce que je veux dire, je l'écris d'abord. J'écris d'abord ce que je pense. Quitte à ce que je puisse me corriger. Pour me corriger, j'ai un dictionnaire. Dans d'autres cas, moi, je suis né avec le livre. Je suis adepte du livre. Ensuite, l'être humain. Je vais appeler un auteur, un écrivain. Je dis, bon, excuse-moi, lis-moi un peu cette phrase. Je voudrais dire ceci. Est-ce que le terme est exact? Donc, moi, je crois, si je veux juste courir pour avoir des prix, bon,
Mais si je me sens investi d'une mission, mais c'est délicat. Je prends le temps. Parce que je voudrais, c'est Ibrahima qui disait, partager. J'ai quelque chose à apporter à des gens. Il ne faut pas que j'apporte un produit frelaté. Il est question d'identité, de personnalité. Mais si je veux juste les titres, bon. Donc pour moi, je crois que le problème à ce niveau-là, le problème à ce niveau, ce n'est pas comment faire usage de. Je donne l'exemple tout à l'heure sur si je prends des livres, je peux partir du livre. Mais si je recopie des pages entières de livres, mais j'ai copié, j'ai plagié. Que ce soit que cela vienne de l'IA ou bien des livres, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que je fais de ce que j'ai lu? Mais là, c'est la personne, c'est la personnalité, c'est la vision. C'est la vision. Parce que j'ai une vision, je fais la cuisine. Lorsqu'on va au marché, chacun peut prendre le poivron, la carotte, tout et tout. On peut avoir les mêmes ingrédients, mais on fait des plats différents. Mais ça tout dépend de ce que j'ai en vue. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je voudrais souligner? Et tout ça, c'est la personnalité. C'est ça. Donc, pour moi, l'authenticité rime avec la personnalité, avec l'identité et surtout avec la mission. Qu'est-ce que je fais dans la littérature? Pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je là? Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours quelque chose de particulier. Et ça me ramène à ce commentaire de Calix Laurence, qui dit écrire, c'est lancer un appel à ses frères de vie éparpillés dans le monde. Alors, on me dit que si écrire, c'est lancer un appel à ses frères de vie éparpillés dans le monde. Bon, en sollicitant l'IA, on rapproche ses frères de nous. Bon, je dis ça comme ça, moi, je dis ça me fait marrer un peu. Donc, on les rapproche, ses frères de nous et autre chose. Mais bon, pour être un peu plus sérieux, c'est comment cette question, Diane, je viens vers toi, la crise d'identité qui est en ce moment, qui grandit partout dans divers secteurs de la vie et qui a frappé la littérature de plein fouet. Bien sûr, on a eu cet héritage qui nous a présenté les auteurs venant de l'étranger. Quand je parle d'étrangers, c'était hors d'Afrique, des auteurs qui venaient d'ailleurs comme étant de bons auteurs, étant de la littérature. Aujourd'hui, on se sert de l'outil, aussi venu d'ailleurs, en se disant, c'est forcément là la littérature, parce que j'ai rencontré de jeunes auteurs qui me disent, j'utilise l'IA pour que mes phrases soient littéraires. Dis-moi, Diane, toi, avec ton expérience, comment conçois-tu qu'on rende littéraire ces phrases en sollicitant l'IA? J'aimerais bien comprendre, toi qui écris depuis les racines, et surtout toi qui écris la personne que tu es. Pourquoi irais-tu prendre une IA? Parce que tu te dis, bon, il faudrait que mes phrases reflètent de la littérature. Donc, qu'est-ce qui te dit là que ce n'est pas la littérature que tu écris? Commençons par cette question. Qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas la littérature que tu écris? Oui, c'est parce que on a pris l'habitude de dire aux gens que d'écrire comme les autres, des œuvres venues d'ailleurs. On a toujours dit que c'était de la bonne littérature. La question de savoir qu'est-ce qui définit la bonne littérature. Bon, ça c'est une question qui me concerne. L'IA s'est inspirée de l'IA pour écrire. J'ai oublié de souligner que pour moi, authenticité rime aussi avec sincérité. Et là, je reviens sur ma nouvelle, Un avenir strangulé. Quand j'ai écrit cette nouvelle, j'ai parlé des enfants désœuvrés des régions en guerre. Mais je suis pas restée chez moi dans mon salon et j'ai imaginé comment est-ce que la guerre sévit là-bas. Comment ça se passe? Je n'ai pas interrogé l'IA pour dire que bon, explique-moi un peu comment est-ce que les enfants se débrouillent là-bas, qu'est-ce qu'ils vivent. J'ai fait le déplacement pour Bamenda. Je suis allée à la recherche de l'information. J'ai vécu cette histoire. J'ai touché du doigt les difficultés que les enfants rencontraient. J'ai vu en face les affres de la guerre, ce que la guerre faisait, comment la guerre sévissait dans ces régions. C'est aussi un travail de recherche. Et quand je suis revenue à Douala, je me suis assise, j'ai pris mon stylo. C'était sincère, c'était authentique. Il faut qu'on pense à cela. Originalité, authenticité et sincérité. Et vraiment, l'IA ne pouvait pas m'apporter autant de sincérité. Et je crois que cette nouvelle, elle a été sélectionnée parmi les meilleures
du concours Mathilda Odouala organisé par la communauté urbaine. Oui, elle était sincère, elle a parlé aux gens parce qu'il y avait beaucoup de sincérité. Qu'est-ce qui a fait la force de cet ouvrage? C'est parce que je suis allée à Bamenda. C'est vrai qu'à l'époque, mes proches avaient dit que j'étais fou, que j'étais folle, autant pour moi, mais c'est comme ça que je suis libre, je suis imprévisible et cette folie-là m'anime dans mes recherches. Ok, ça c'est bien sûr, c'est très important de le relever, aller sur le terrain. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'expérience de terrain, par exemple, et ils ont besoin d'une histoire authentique. Ismaïla, est-ce qu'on recherche une histoire authentique ou alors est-ce qu'on cherche soi-même à être authentique? Qu'est-ce que l'auteur, après quoi l'auteur faut-il? Ibrahima. Oui, oui. Oui, après quoi l'auteur c'est parce que réagit Ismaïla. C'est une histoire qui va être authentique. Et l'authenticité, l'authenticité, c'est... Oui, vas-y Ibrahima, je suis toujours avec Ismaël Bangoura. Donc vas-y Ibrahima. Ah, ok. D'accord. Donc l'authenticité réelle se définit avec l'expérience humaine. Et comme dit John Anne, aller sur le terrain, et comment on appelle, voir les réalités, vivre les réalités, c'est vraiment authentique. Avec l'IA, on ne peut pas vivre ça. L'IA ne peut pas faire cela. L'IA ne donne pas cette originalité-là. L'IA ne donne pas cette créativité, en fait. Bon, cette partie émotionnelle manque vraiment à l'IA. Donc, cette partie expérience humaine, ça manque à l'IA. Donc, les descriptifs qu'on va faire, d'autres éléments qu'on peut retrouver en vivant vraiment l'histoire, l'IA ne connaît pas le fond de ces choses-là. Mais l'auteur, quand l'auteur vit la chose, l'auteur peut raconter autre chose que l'IA ne peut pas vraiment donner. Donc, c'est ce qui fait vraiment cette authenticité de l'œuvre qui sera créée par l'auteur. Donc, l'expérience humaine, c'est très, très important parce que tout ce qu'on fait, si l'humain est au centre de ce qu'on fait, ça fait une plus-value, ça donne une certaine créativité, une innovation à ce qui est fait ou à ce qui sera créé. D'accord, merci beaucoup. On parle de justement une coloration particulière. Et quand tu soulèves cela, Ibrahima, ça me rappelle maintenant la question de la saveur. La saveur. Maintenant, abordons un peu la question de la saveur quand on parle d'authenticité. Et Jean-Pierre a pris justement l'exemple de plusieurs personnes qui vont faire le marché, qui ont les mêmes ingrédients, mais quand elles vont produire, quand elles vont cuisiner, il y aura des saveurs particulières, des saveurs autres. Alors, Mélodie, quand on parle de saveur, la saveur d'un texte maintenant, les auteurs, ils veulent bien écrire des choses, mais ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens, je vais dire ça comment, avec des mots, avec des images, avec des visuels, avec des perspectives pour construire. Alors, ils ont besoin que le texte accroche et ils vont solliciter des IA pour leur proposer des phrases plus fortes. À ce moment-là, la saveur, on peut avoir une saveur particulière, on va se dire, ok, oui, ça sont de belles phrases, mais est-ce pour autant que cela donne de l'originalité? Est-ce que c'est une forme d'originalité déjà? Déjà, moi, j'estime que ce n'est pas une forme d'originalité. Parce que, comme je l'avais dit plus tôt, chaque auteur a sa particularité, chaque auteur a son style. Et lorsqu'on se dit que peut-être par peur de ne pas avoir un mot concret, un mot en tout cas touchant, un mot éloquent qui va nous permettre de capter le public, c'est là, à ce moment-là qu'on va se dire que non, il faut se servir de l'intelligence artificielle et on va perdre cette originalité que notre texte devait avoir dès le départ. Moi, j'estime que écrire, c'est très simple. On n'a pas besoin, en tout cas, d'utiliser des mots éloquents. On n'a pas besoin, en tout cas, de se servir des mots grandiloquents
pour en tout cas capter le public, pour attirer l'attention du public sur notre œuvre ou sur notre texte. On peut utiliser des mots simples, mais ces mots simples peuvent arriver à toucher le public, ces mots simples peuvent arriver à transmettre les émotions que l'on veut transmettre au public. Moi, je dis toujours que le plus important, ce sont les émotions. Aujourd'hui, on peut utiliser un mot simple, par exemple, quelqu'un peut écrire, par exemple, sur l'amour. Aujourd'hui, cette personne qui va écrire sur l'amour va utiliser le terme « je t'aime » pour exprimer ses émotions dans son texte. Une autre personne va venir utiliser la même phrase « je t'aime », mais la manière à laquelle la personne va utiliser cette phrase-là va le différencier de l'autre auteur, d'une autre œuvre, parce qu'il aura sa spécificité à lui. Il va se dire que, ok, moi je vais dire « je t'aime », mais la manière à laquelle je vais dire « moi je t'aime » va faire que mon texte à moi, mon œuvre à moi va me distinguer en tout cas, et ça va créer une originalité. Et à la prochaine, lorsque je vais écrire des textes dans ce sens, mon lectorat saura que non, c'est moi qui suis en train d'écrire. Moi, j'estime que pour avoir une certaine originalité et pour en tout cas écrire très bien ou pour capter le public, on n'a pas besoin d'utiliser en tout cas des mots trop grands, des mots grandiloquents, des mots trop soutenus ou des mots trop forts pour capter le public. Même dans la simplicité, on peut réussir à toucher un public. Moi, par exemple, je suis slameuse. J'écris des textes et il m'arrive également d'enregistrer des sons, etc. Et lorsque j'écris ces textes, j'ai des textes qui sont très simples. À première vue, on pourrait dire que ce sont des textes banals qui sont écrits par des enfants. Mais lorsque moi, je prends le temps, en tout cas, de transmettre l'émotion que je cache à travers mes mots, à travers ma plume, c'est cette émotion-là, en tout cas, qui capte mon public et qui permet à ce que ces personnes, bien que mes mots soient simples, bien que les termes que j'utilise ne soient pas grandiloquents, mais ça attire le public et ça pousse le public à me suivre et à prêter une attention particulière à l'émotion ou à l'originalité que je veux transmettre au travers de mon œuvre. D'accord. Je reste avec toi, Mélodie. La peur du rejet, justement, la peur du rejet, le besoin d'appartenir, le besoin d'approbation du public, ça pousse beaucoup de personnes à aller solliciter des choses qui sont, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, au-dessus de leurs moyens. Des choses qui sont au-dessus de leurs moyens naturels. Déjà parce que, bon, on va trouver que suivre des ateliers, accroître son potentiel, c'est difficile. Alors, quand tu écris ton texte de slam, tu es chez toi et que tu performes devant ton miroir, est-ce que tu as la garantie que le public va te suivre ou alors tu vas te dire, OK, Suleiman Diamanka a fait ceci, Grand Corps Malade a fait cela, donc il y a Bernardo qui fait ceci, et là on se dit, bon, ok, je vais suivre, je vais essayer de faire comme eux, si eux ils ont pu retenir l'attention du public, que moi aussi je vais retenir l'attention du public. Est-ce que tu penses à ce type de détails quand tu es en train de performer, ou alors tu te dis, bon, si moi j'aime déjà ce que je fais, le public il peut aimer? Ok, d'accord, je comprends à peu près l'inquiétude à ce niveau et c'est également un souci qui est très récurrent chez les jeunes, surtout les jeunes comme nous qui débutons encore, que ce soit dans le domaine de la littérature, de l'art, etc. On a du mal, on se dit qu'il y a tel artiste, on veut ressembler à tel artiste, on veut ressembler à tel auteur, on veut ressembler à tel écrivain parce qu'on aime sa plume, parce qu'on aime en tout cas sa manière d'écrire. Et c'est ce qui nous pousse généralement à aller, bon, on va se dire que il écrit très bien, il slame très bien, mais je n'ai pas en tout cas le niveau je n'ai pas en tout cas les moyens pour être au même niveau que lui. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir recours à l'intelligence artificielle. Et moi, j'estime que c'est une erreur que les jeunes font très souvent. Comme vous venez de les citer, vous avez cité Grand Corps Malade, etc., qui sont de grands slameurs. Mais il faut savoir que si aujourd'hui, Grand Corps Malade et autres, ils ont atteint en tout cas ce niveau, par exemple, l'Idole au Cameroun, s'ils ont aujourd'hui atteint ce niveau, s'ils sont aujourd'hui acceptés par le public, ils ne sont pas nés comme ça, c'est parce qu'ils ont pris le temps d'apprendre. Ils ont pris le temps, en tout cas, d'apprendre de leurs erreurs, d'apprendre des échecs qu'ils ont eu à traverser avant d'être à ce niveau. Parce qu'on ne naît pas célèbre, on ne naît pas génie, on ne naît pas talentueux. Mais on prend le temps, on apprend à le devenir. Et tous ces artistes que vous avez cités, quand ils ont commencé, ils ont tous eu une histoire. Et à leur début, ce n'était pas facile. Les gens ne croyaient pas en leur œuvre, les gens
gens se disaient que non, c'était banal, que c'était mal, etc. Mais ils ont pris le temps, en tout cas, ce rejet qu'ils ont eu au début les a fortifiés et leur a permis de pouvoir continuer dans la mission qu'ils se sont fixés, d'atteindre leur objectif et d'être à ce niveau aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont accepté les rejets à l'époque qu'ils ont pu, en tout cas, traverser, outrepasser ces barrières-là et qu'ils ont pu en tout cas se faire un nom dans les différents domaines qu'ils ont dans les différents domaines dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui. Si aujourd'hui Grand Corps Malade est un grand slameur, la référence du slam, c'est parce que Grand Corps Malade a sa propre plume à lui. Il a son originalité. Grand Corps Malade, certes, il a peut-être eu des auteurs, des écrivains, des artistes, des slameurs qu'il appréciait au tout début. Et il s'est peut-être inspiré de leur œuvre, mais cela ne l'a pas empêché, en tout cas, de créer sa propre originalité, lui, sa propre personnalité, et d'avoir le public. Parce que moi, je dis toujours qu'au début, quand on n'écrit pas pour un public, on le fait d'abord pour transmettre, au fait, pour présenter au public qui l'on est réellement, pour présenter notre personnalité, notre identité. Et si réellement le public apprécie ce qu'on lui offre en termes d'originalité, en termes de personnalité, le public reviendra encore vers nous pour en redemander encore. On n'a pas besoin, au fait, de passer par l'intelligence artificielle pour pouvoir créer, soi-disant, un semblant d'originalité ou un semblant de perfectionnement. Parce que comme l'avait soulevé l'un des panélistes, on ne cherche pas quelque chose qui est parfait, mais on cherche à transmettre nos émotions, on cherche à être soi-même. Et c'est ça le plus important. Bah, ça c'est tout simplement super. Et j'espère vraiment, j'espère que beaucoup de jeunes t'écoutent. Et comme le soulève cette question de Calix, pourquoi ne pas travailler à pousser le public à nous aimer tel qu'on est? Donc, il y a cette originalité-là, Diane Annie, je crois qu'il fait cruellement défaut. Il y a ce complexe d'infériorité. Et surtout, il y a eu l'idée de rejet en littérature par les grandes maisons d'édition. Peut-être vous envoyez un texte chez Gallimard, on a rejeté, chez Seuil, on a rejeté, chez Grasset, on a rejeté. Et maintenant, on se retrouve à un point où on se dit, étant donné que l'IA puise des auteurs qui ont été célébrés, eh bien, pourquoi ne pas s'inspirer de cela? Jean-Pierre a dit justement, il y a des gens qui écrivent parce qu'ils veulent ceci, parce qu'ils veulent cela. Comment sortir donc? Commençons par là, vu que nous prenons dans le dernier virage de ce programme. Comment sortir déjà de ce complexe d'infériorité que l'histoire nous a ligué avec, je ne sais pas, toute la beauté du monde? Comment sortir de ce complexe d'infériorité? Pour sortir de ce complexe d'infériorité, il faudrait déjà se poser la question que le Padre a posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on écrit? On écrit parce qu'on est investi d'une mission. Je prends mon cas, par exemple. Il y a des sujets sur lesquels je suis très sensible et je me dis que si je me tais, j'aurais mauvaise conscience. Mon silence me rendrait complice. J'écris pour dénoncer, j'écris parce que j'ai quelque chose à dire, j'écris pour étaler mes états d'âme, oui, pour dénoncer. Pourquoi est-ce qu'on écrit? On est investi d'une mission. Est-ce qu'on écrit pour avoir des prix? Là, on est tenté de déformer, de dénaturer son écriture, son originalité. Et si on écrit, et dès qu'on est dénaturé, on va ressembler finalement à l'IA, parce que l'IA est une simulation de l'intelligence humaine. On ne sera plus nous-mêmes. On sera une imitation de quelque chose. On devrait se faire accepter. On ne devrait même pas avoir ce complexe-là. Du moment où on répond à la question, pourquoi est-ce qu'on écrit? Chacun doit savoir pourquoi est-ce qu'il écrit. Ça va décomplexer les uns et les autres. Bien sûr. Savoir pourquoi chacun écrit. Padre, ouais. Est-ce qu'en se tenant comme ça aujourd'hui, est-ce que les jeunes auteurs aujourd'hui se posent cette question? Nous avons souvent eu de longues discussions, de longs échanges par rapport à ce sujet-là. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on se pose la question encore, pourquoi j'écris, mais plutôt qu'est-ce que les autres, je crois que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que les autres sont disposés à accepter? Pourquoi se rejette-t-on? Alors, moi, je commence par dire que l'authenticité
rime aussi avec la maturité. La maturité humaine et la maturité intellectuelle. Maturité humaine, être capable, c'est aller à la recherche, à la découverte de soi-même. Et c'est en cela que l'écriture est liée, selon moi, à la lecture. Lorsque je fais des lectures, les lectures me permettent de me découvrir, d'aller à la rencontre de moi-même. C'est dans les lectures que je vais ressentir l'appel, certainement le besoin d'écrire. Moi, j'écris des poèmes depuis que je suis adolescent. J'avais participé à un concours de l'appel dans les années 82. Bon, je n'ai pas connu la suite. Ensuite, j'ai suivi ma route à moi, de ma vocation. Mais même dans cette route-là, j'ai toujours écrit, même quand j'étais en Italie. Mais là, il y a une occasion qui m'est donnée. Une jeune Calice Laurence qui vient d'apparaître là, je la contacte à partir de Facebook. Elle me dit, mais padre, voilà un concours Afrique Poésie, et cherchons, je présente le poème I Will Have a Dream. J'avais écrit, je me rappelle une fois, je vais avoir un rêve sur Facebook. Les gens ont commencé à dire que mon frère a un programme de rêve. Pour moi, je savais ce que je faisais. Et lorsque je n'ai pas reçu un grand prix, j'ai eu le prix de félicitations du jury. Mais pour moi, c'était le décret, c'était le signe. Tiens, il faut que je publie. C'est pour ça que pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que je fais dans l'écriture. Deuxième chose, parlant toujours de la maturité, il faut se rappeler que nous traversons une ère où on est dans la facilité. On veut tout avoir tout de suite. Je viens de commencer l'écriture. Si je veux être comme Mongo Betty, bon, mais c'est de la folie. Parce que Mongo Betty, comme disait Mélodie, n'est pas né Mongo Betty. Il s'est fabriqué. Il a pris du temps. Malheureusement, aujourd'hui, on ne veut plus prendre le temps d'apprendre. On ne veut plus se façonner. Si je veux, depuis que je suis les ateliers, je n'ai pas encore fait d'autres publications, mais moi, je sais que mon écriture a évolué. Parce que je cours les ateliers et la lecture que je faisais lorsque j'étais adolescent et la lecture des œuvres que je fais aujourd'hui, c'est différent. Si je veux faire une lecture d'analyste, comme tu aimes utiliser le terme, je sais quelles lunettes je vais porter, qu'est-ce que je vais regarder. Mais avant, lorsque je lisais, j'aimais la beauté de l'écriture, j'aimais me laisser emporter par le monde. Donc, si maintenant je veux écrire, il faut que j'apprenne, que je me mette à l'école. Le public ne va pas tout de suite m'accepter. Mais il faut que je travaille mon style, que je découvre mon style et que j'écrive tel que je suis, que je présente tel que je suis. Et de fil en aiguille, le public va accepter. Je termine en donnant un exemple. Monsieur Thierry Ntamak m'invite à un de ses ateliers sur la formation des acteurs. Et je dois parler de l'aspect psychologique de l'acteur en tant que psychothérapeute. Et l'idée, j'ai mon téléphone, je prends un texte et je lis un poème que je venais de composer. Je leur dis, bon, vous fermez les yeux, etc., comme j'avais l'habitude de faire, et je lis le texte. D'abord, moi, je n'ai jamais pris l'habitude de lire mes textes à haute voix. J'ai toujours pensé les donner à quelqu'un. Parce que je dis, il y a des gens qui ont l'art, ils ont la manière de porter le texte. Je l'ai vécu avec Kwame Tawa, je lui ai donné mon recueil, avec un poème qui lui était dédié. Il a lu le texte, je me suis demandé, mais c'est moi qui ai écrit ce poème-là, parce qu'il avait donné une vie. Je m'émerveillais devant mon texte. J'ai fait ce texte-là, ce poème, les gens ont réagi. L'émotion était d'or. C'est pour dire que il faut travailler, il faut prendre le temps de travailler. Et le risque donc de l'IA, c'est de faire grandir l'être humain dans la paresse. Moi, c'est ça le danger. Quand je parle de personnalité, nous sommes dans un monde de la facilité et l'IA plonge dans la paresse, dans la facilité. On ne veut plus faire effort. On ne veut plus toucher le stylo ou bien le téléphone pour écrire. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Tout le monde le dit. Je ne veux pas, si je gagne un premier prix, le premier prix, dès que je fais une publication, moi, normalement, ça va m'intéresser, ça va m'inquiéter. Ça va m'inquiéter.
Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive là? Peut-être je suis allé dans un concours où il n'y avait que de petits enfants, ou bien, et puis comme moi je suis vieux, on a eu pitié de moi. Ce sera ma réaction. Parce qu'il faut du temps, il faut travailler. Donc moi, c'est cela. Comment sortir de ce climat-là? Il faut qu'on se mette au travail. Et c'est là où, par exemple, les ateliers que vous organisez à Collège de Gauche Université, ces ateliers sont hyper importants. Il faut qu'on se forme à l'écriture. C'est toujours M. Thierry Ntama qui dit que être acteur, c'est un métier, ça s'apprend. Je crois que si on veut répondre à la vocation d'écrivain, il faut qu'on apprenne à écrire. Mais on apprend à écrire en écrivant. Ce n'est pas en recevant les applaudissements, c'est en écrivant. Très bien, Jean-Pierre. Et justement, cela, Ibrahima Bangoura, cela nous pose une autre problématique, oser. Oser, parce que pour sortir de là, il faut bien oser. Attends les moyens d'oser. Attends les moyens. Attends les moyens. Allô? Oser, poser, j'ai pas bien compris le mot. Poser ou bien oser? Oser, attends les moyens aujourd'hui d'oser quelque chose, parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut être soi. Il faut produire sa propre culture, son identité, son originalité. Il faut être soi-même, s'écrire sa propre expérience. Mais attends les moyens de créer sa propre expérience aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui bloque apparemment. On n'arrive pas à oser. Alors, comment peut-on oser dans les conditions que nous avons aujourd'hui? Bon, sincèrement, je n'ai pas bien entendu la dernière phrase. Je n'ai pas bien entendu, s'il vous plaît. Comment peut-on oser? Comment peut-on oser aujourd'hui? Ok, d'accord. Comment peut-on oser dans l'écriture d'un livre? Oui, oser être soi-même face à tout ce monde que nous présente Alain Mabanko, Fatou Diom, Léonora Miano, M. Lebo, mais tout ce monde-là. Comment peut-on oser être soi-même aujourd'hui? Ah, ok, merci beaucoup. Merci pour la question. Maintenant, c'est compris. Donc, comment on peut oser être soi-même? Je pense que pour ce faire, il faut produire des livres ou des écrits personnels. Et comme l'a dit, des livres personnels, il faut se former, participer à des ateliers d'écriture et publier vraiment ce qui provient même de nous-mêmes, pas de ce qui provient d'une autre personne ou bien peut-être qui provient des machines. Et écrire quelque chose, par exemple, et oser que ça rencontre des critiques. Ça rencontre des critiques littéraires, ça rencontre des critiques. Cela permet vraiment à ce qu'on s'améliore. Cela permet vraiment à ce que nous puissions dépasser notre propre personne. Et puis aussi, par exemple, que nous puissions atteindre le plus grand niveau, disons, des grands écrivains du monde. Donc, il faut oser poser ce que nous avons écrit et le publier, accepter les critiques littéraires, prendre cela en compte et continuer à se former. D'accord. Le problème est justement là. Et ce problème va avec la question qui a été posée par Audrey Ndébi. Comment convaincre les gens que notre œuvre est valable? Diane, je viens vers toi avec cette question-là. Comment convaincre les gens que notre œuvre est valable? Surtout, je reprécise, dans un contexte où on commence à situer certaines personnes comme des références. Et quand il y a des personnes étudiées, il y a des gens qui observent et qui trouvent que ces personnes ne sont pas des références. Mais comment se détacher donc de ces personnes et se dire, je vais proposer quelque chose et que cette chose-là aussi aura son rayonnement? Parce qu'avoir le niveau des autres, est-ce que c'est le niveau d'écriture ou alors le niveau d'influence? Ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on recherche concrètement? Parce qu'il faut oser, bien sûr. Alors, comment peut-on convaincre que notre œuvre aussi mérite, je ne sais pas, peut-être pas son écriture, peut-être pas l'influence, j'en sais rien, mais comment peut-on convaincre?
précédente, comment oser. Pour oser, il faut d'abord investir sur soi-même, miser sur soi-même, se former. Parce que ces grands noms que tu as cités, là, ils ne sont pas nés des grands écrivains. Ils ont affiné leur plume. Ils se sont formés. Ils ont été curieux. Donc, la meilleure façon d'oser, c'est de miser sur soi-même, miser sur sa formation, se cultiver davantage, être curieux. Et oui, c'est comme ça l'on peut faire pour oser. Oser devenir aussi un grand nom de la littérature. Maintenant, comment convaincre? Il faut rester constant, cohérent et authentique. Je pense que la meilleure façon de convaincre pour moi, c'est que dans mes ouvrages, l'on retrouve l'empreinte digitale de mon âme et de mon esprit. C'est unique. C'est ça qui va faire la différence. C'est déjà se dévoiler soi-même et c'est une façon de oser. Oser être soi-même dans ses balbutiements, dans ses imperfections, dans ses doutes et même dans ses contradictions. D'accord. Et ça me pose un autre, parce que là, on ira juste il nous reste à peine, il nous reste 10 minutes, un peu plus, ou alors un peu moins de 10 minutes. Donc, on va faire un dernier tour, assez rapide. Donc, chacun va donner rapidement son avis là-dessus et puis on va clôturer. Mélodie, je commence avec toi. Aujourd'hui, nous avons des IA et nous avons une jeunesse qui est de plus en plus paresseuse. Et quand je parle de jeunesse, parce qu'il y a des vieux qui utilisent l'IA, des personnes qui sont inexpérimentées en écriture, donc qui vont solliciter des IA. Donc, il y a énormément d'écritures paresseuses, insuffisantes. Comment on arrive aujourd'hui à se dire, j'ai écrit et cela mérite de s'écrire? Est-ce qu'on écrit tout simplement ou alors on se dit, bon, je vais solliciter les autres et on verra? Comment s'écrire déjà? Donc, c'est la question que je vais poser à chacun d'entre vous. Comment peut-on s'écrire, soit et tenir, ainsi malgré les échecs? Quand on ne se connaît pas, on n'aura pas la possibilité, en tout cas, de s'écrire soi-même. Pour pouvoir, de la même manière que pour écrire sur un sujet, il faut connaître le sujet, maîtriser le sujet. De cette même manière-là, il faut se connaître soi-même, se comprendre, découvrir en tout cas notre personnalité, notre originalité à nous avant de pouvoir s'écrire. Et c'est comme ça que les choses devraient se faire. De nos jours, la plupart des jeunes, les jeunes comme moi se précipitent parce que eux, ils veulent avoir les titres, eux, ils veulent avoir les prix, eux, ils veulent à tout prix être vus, connus, la célébrité, etc. Or, que l'objectif principal d'un écrivain, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas être connu, ce n'est pas en tout cas de courir derrière les vues, etc. Mais l'objectif principal d'un écrivain, c'est de trouver un problème, c'est de résoudre un problème de société. Aujourd'hui, un écrivain peut décider d'écrire pour résoudre un problème, pour répondre à un manque au sein de sa société et pour pouvoir servir sa société à sa manière. Donc, j'estime que pour pouvoir s'écrire, il faut se connaître. Et comment est-ce qu'on apprend à se connaître? C'est en prenant le temps, en tout cas, d'intérioriser, en prenant le temps, en tout cas, de nous, à travers les distractions, prendre le temps, en tout cas, de nous étudier afin de pouvoir donner une œuvre que le public pourra accepter. Et même si au début, le public ne l'accepte pas, ce qui est sûr, cet échec va nous servir, en tout cas, d'expérience qui nous permettra d'affiner notre plume, d'affiner notre art et de pouvoir faire encore meilleur. Je dirais tout simplement que c'est super, Mélodie. Donc, j'espère vraiment que tu vas tenir de grandes conférences à Bangui, en Centrafrique, de façon globale, et que beaucoup de jeunes viendront, ils assisteront, ils viendront t'écouter. Parce que tu dis est absolument exact. Tomber, mais apprendre de cette chute-là. Ibrahima Bangoua. Alors, aujourd'hui, comment on peut tenir sa propre plume et la maintenir? Comment maintenir sa propre plume? Donc, moi, je dirais que pour tenir sa propre plume, il faut s'assumer, écrire sur des thèmes concrets, des thèmes intéressants, des thèmes de société, et écrire sur ces thèmes et
donner son avis, n'est pas aller au dos de la cuillère, raconter telles que les choses qui sont telles que vous pensez, avec votre propre style, avec votre propre authenticité, avec votre propre authenticité. Racontez cela et donnez ça au public, qu'on sache qui vous êtes. Cela vous définit. Cela vous catégorise aussi également par rapport à d'autres écrivains, soit de votre temps, de votre pays ou de votre génération. Donc, il vous définit, il vous donne une certaine catégorisation, une classification. Donc, pensez donc à raconter les choses telles qu'elles sont et en admettant son propre style, en faisant son propre style, sans tenir compte du style des autres. Merci. D'accord, ça c'est parfait. Sans tenir compte du style des autres, pardon, c'est très important de le relever aussi parce que les autres, ils ont été acceptés à un moment où leur écriture ne passerait pas forcément. Mais ils ont quand même, ils ont été acceptés. Et chaque nouvelle écriture, évidemment, a eu les faveurs de son temps. Tiens, est-ce que notre contexte n'est pas finalement celui qui nous pose un problème? Parce que si on se dit que les autres, ils ont bénéficié des faveurs de leur environnement, un nouvel auteur arrive sur la scène, son contexte favorise son expansion et le voilà épanoui. Est-ce que comment notre contexte peut-il aider les auteurs à ne plus dépendre ou alors à ne plus reléguer leur authenticité au second plan? Oui, c'est surtout à l'auteur aussi de s'affirmer. C'est-à-dire, tu débarques là dans l'environnement littéraire avec ton style propre à toi, et après tu es sur le regard de la critique qui te fait comprendre que non, tu devrais un peu plus te modifier, te dénaturer pour ressembler à tel grand nom de la littérature. Et voilà que tu perds ton identité littéraire complètement et tu te perds toi-même. Non, c'est de rester cohérent. Tu as un style propre à toi. Tu dois forcément te former pour améliorer ton style, mais tu ne dois pas le changer pour plaire aux uns aux autres. Donc, je pense que la meilleure façon, je pense qu'il revient à l'auteur d'affirmer son style et de ne pas se laisser dénaturer, de se présenter tel qu'il est. J'insiste, se présenter tel qu'il est, sans artifice. Là, on parle d'authenticité. Se présenter sans artifice, avec ses imperfections et avec ses doutes. Et au fur et à mesure, l'auteur son écriture trouvera une résonance dans le monde de la littérature. D'accord, comme quoi on ne peut pas plaire à tout le monde, mais on peut avoir son propre public, on peut avoir sa propre audience, ces personnes qui suivent, et déjà commencer par là, plutôt que de se dire, bon, je vais écrire quelque chose qui va plaire à la planète, donc je vais faire un texte universel. Et parlant justement d'universel, on conclut, on boucle avec toi Jean-Pierre. Toujours sur la même question du contexte. Comment favoriser l'épanouissement des jeunes plumes aujourd'hui dans leur authenticité? Alors, je pense d'abord je vais commencer par la promotion, mais on va en parler demain. Il y a cet aspect de la promotion. Maintenant, je reviens à ce qui concerne l'auteur. Il faut le travail. Tu dis souvent, Ré, qu'il n'y a pas de règles de la littérature. C'est chaque auteur qui fixe ses règles. Et ce qu'on lui demande, c'est de rester fidèle aux règles qu'il s'est fixées. Je dis que j'écris de la poésie et j'écris ça d'une certaine manière, même si d'un poème à l'autre, le style n'est pas toujours le même. Mais au fond, il y a, je crois, une texture qui reste la texture Batum. De façon que je peux retrouver mon texte quelque part. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas mon nom. Quand je dis d'autres, je dis, mais ça, c'est moi, ça. Parce que je vais retrouver les termes, je vais voir, il y a la manière d'agencer les mots, les termes. Parce que c'est ça qui fait l'identité, la manière d'être.
Donc, chaque écrivain aussi a une manière d'écrire, de s'exprimer. Et il faudrait donc tenir les jeunes auteurs. Et comme tu ne sais pas seulement ceux qui sont jeunes, des jeunes auteurs, par exemple, comme moi, il faut tout tenir par la main, se mettre à l'école. Parce que moi, c'est important. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Si je veux devenir un footballeur, il faut que j'aille voir les matchs. Ensuite, il faut que j'entre au terrain, que je touche au ballon. Lorsque Bob Marley commence, on ne le connaît pas tout de suite. C'est peut-être 15-20 ans après qu'il explose. Alors, on ne peut pas tout commencer puis dire, je vais être comme, je ne sais pas quoi, Mongo Betty. C'est absurde. Il faut prendre le temps et rester fidèle à soi-même. Parce que c'est cela que nous apportons, c'est ce que j'apporte de particulier, mon style. C'est ça qui va me marquer. Et par le travail. Voilà. Super, c'est parfait. Et donc, voilà ce que je vais retenir de vous en vous remerciant déjà d'avoir pleinement rempli ce panel, de l'avoir enrichi. Alors, vous avez créé ce que moi j'ai appelé de mon côté ici, un caractère qui s'appelle le caractère slim. Slim, c'est quoi? C'est sincérité, liberté, identité, maturité. Voilà ce que vous avez, chacun a fait ressortir un de ces mots quand je vous ai demandé de définir l'authenticité. Donc, c'est Slim qui en est ressorti. Sincérité, liberté, identité, maturité. Donc, c'est là-dessus qu'on va se quitter, en remerciant aussi toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont posé beaucoup de questions importantes, qui ont fait pas mal d'observations. Et bien sûr, continuez à nous suivre parce que demain, ça se poursuit avec d'abord à midi, promouvoir la littérature à l'aide des IA et à 17h, IA et Boom Créatif. Donc, voilà les deux thèmes que nous aurons demain à midi et à 17h. En attendant, je vous souhaite de rester tous en accord avec le caractère slim. Faites-en votre projet. Faites-en ce projet dans votre vie, dans votre littérature, votre écriture. Et souvenez-vous que nous avons eu Mélodie de Centrafrique, Ibrahim Bangoura, oui, que j'ai toujours pris pour Ismaël Bangoura. Donc, nous avons Elodie Betty, Ibrahima Bangoura, qui nous vient de la République de Guinée, et nos deux auteurs du Cameroun, Diane Anichom et Jean-Pierre Noël Batum. Ils sont à l'origine du caractère slim. Donc, ayez cela, sincérité, identité et maturité. Bonsoir et bien des choses à tous. Voilà, merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir également. Bonsoir, Ibrahima de la République de Guinée. Bonsoir, Merci Diane. beaucoup. Merci. Bonsoir, Mélodie.